Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Romans arthuriens, les chevaliers de la table ronde, la suite après Culche et Olwen et puis l'histoire des rois de Bretagne. Entrons véritablement cette fois dans les romans arthuriens avec Chrétien de Troyes et l'un des romans de ce père de la littérature française, qui est Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion. Dans ce gros volume quarto, un choix a été fait. Sur quelle base? Je ne sais pas vraiment. Parmi les romans de Chrétien de Troyes, il y a ce Yvain ou le chevalier au lion, et puis il y a Perceval ou le comte du Graal. Pourquoi Yvain? Peut-être parce que c'est l'incarnation, ou l'une des incarnations, du chevalier de l'amour courtois, de ces chevaliers des temps anciens qui se donnaient pour leurs dames, ces chevaliers dont l'honneur était le cœur de leur vie. Voici comment commence ce roman, dans une version ici traduite par Philippe Walter. La version en ancien français serait difficile à comprendre, en tout cas pour moi, puisqu'elle date de 1177-1181. Il y a donc bien longtemps. Et les chevaliers évoqués, eux-mêmes, sont présentés comme anciens et plus du tout correspondant aux mœurs de l'époque de l'écriture du livre. Donc on remonte encore plus dans le temps, l'époque du roi Arthur, 5e siècle, 6e siècle, charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, moment obscur, mais qui devient lumineux dans la manière dont Chrétien de Troyes le présente à travers Yvain et les chevaliers de la table ronde. Cette table ronde, elle n'est pas vraiment présente dans ce roman-là. On est dans des histoires de chevaliers errants qui vont de château en château, qui s'en vont guerroyer, participer à des tournois, qui doivent revenir après un certain temps auprès de leur dame. Yvain va d'ailleurs enfreindre cette règle et ça lui posera pas mal de problèmes. Mais lisons le tout début. Arthur, le bon roi de Bretagne, qui par sa prouesse nous enseigne à être preux et courtois. Voilà deux adjectifs essentiels, preux et courtois. Tenait une cour somptueuse et vraiment royale lors de cette fête si coûteuse qui s'appelle fort justement la Pentecôte. L'aspect chrétien, la fête de la Pentecôte, est présent chez Chrétien de Troyes, mais il n'est pas l'essentiel. Comme la quête du Graal, par exemple, dans Yvain et le chevalier au lion, est totalement absente. Elle sera dans Perceval par la suite, chez Chrétien de Troyes aussi, et évidemment dans les romans postérieurs, elle prendra de plus en plus d'importance, mais ici, il y a la fête de la Pentecôte, dont on ne donne pas d'explication religieuse, dont on dit qu'elle est coûteuse, parce que Pentecôte devait se prononcer Pentecôte ou quelque chose comme ça, d'après la note que je lis ici. Donc, on joue un peu sur les mots. La cour se trouvait à Carduel, au Pays de Galles. La cour était itinérante aussi à l'époque. En tout cas, elle est présentée comme telle. Elle n'est pas à Camelot ou dans un endroit ultra précis tout le temps. Donc là, elle se trouve à Carduel, au Pays de Galles. Après le repas,
dans toutes les salles du château, les chevaliers s'assemblèrent là où les dames et les demoiselles les avaient invités. Les uns racontaient des histoires, les autres parlaient d'amour. Amour avec A majuscule, bien sûr. C'est l'allégorie de l'amour, l'amour devenu un être vivant. Les autres parlaient d'amour, ainsi que des tourments, des souffrances et des grands bienfaits que ressentirent souvent les disciples de sa règle. La règle d'amour. L'amour comme une règle d'abbaye, une règle monacale, une règle extrêmement stricte. Jadis, donc la règle, très douce et agréable. Aujourd'hui, cependant, le nombre de ses fidèles a bien diminué. Presque tous l'ont abandonné. La réputation d'amour en est fort amoindrie, car les amoureux d'antan passaient pour être courtois, preux, on retrouve les mêmes adjectifs, courtois, preux, et on rajoute généreux et honnête. Maintenant, amour est la fable de tout le monde, parce que ceux qui lui restent étrangers disent aimer, mais ils mentent, et ceux qui se vantent à tort d'aimer donnent dans la fable et le mensonge. Mais parlons plutôt des amoureux d'autrefois et laissons ceux d'aujourd'hui. Car mieux vaut, à mon avis, un homme courtois et mort qu'un rustre vivant. C'était mieux avant. On voit que c'est un discours qui, déjà en ces temps, pour nous très anciens, était le discours que tenaient ceux qui voulaient raconter des histoires encore plus anciennes et forcément meilleures. Mais sans doute qu'à l'époque supposée d'Arthur et de ses chevaliers, on devait regretter d'autres époques plus anciennes encore, jusqu'à la nuit des temps. Alors quelles sont ces aventures d'amour qui poussent les chevaliers dont Yvain à se battre? Voici encore un autre extrait pour essayer de comprendre un peu le lien entre ces combats et ces amours. Aujourd'hui, on ne se bat plus par amour d'une dame. Bon, peut-être ça peut arriver encore, mais ça n'est plus la norme et ça n'est plus très bien vu, du moins dans nos régions. Mais il faut bien voir qu'on a affaire chez ces hommes, chez ces chevaliers, à des gens dont le métier, dont la vie entière consiste à se battre dans des tournois, pas forcément dans des guerres. C'est ce qui différencie peut-être les histoires qu'on a chez Yvain ou le Chevalier au Lion de ce que j'ai pu lire et présenter dans l'histoire des rois de Bretagne, qui raconte de véritables guerres. Là non, là ce sont des combats d'homme à homme, selon des règles assez précises et selon un code d'honneur lui aussi précis, et on se bat pour sa dame. Mais Yvain va quitter sa dame pour aller à travers le monde. Et comme je le disais déjà avant, l'erreur qu'il commettra, c'est qu'il ne reviendra pas auprès d'elle à temps, et il devra payer cette erreur-là. Mais évidemment, la séparation est un moment extrêmement douloureux. Monseigneur Yvain quitta son ami, la mort dans l'âme, alors que son cœur était toujours auprès d'elle. Le roi, donc Arthur, le roi put certes emmener le corps, mais non pas le cœur. Il suit le roi Arthur, car il était si attaché à celui de la dame délaissée qu'il n'avait pas le pouvoir de l'emporter. Lorsque le corps se trouve sans le cœur, il n'a aucun moyen de vivre. Un corps qui vivrait sans cœur serait un prodige inconnu des hommes. Un tel prodige est pourtant arrivé pour monseigneur Yvain, car son corps a retenu l'âme sans le cœur, qui s'y trouvait depuis toujours, parce que ce dernier ne voulait plus suivre le corps.
Le cœur a trouvé un agréable séjour et le corps vit dans l'espérance de le rejoindre. Quel cœur étrange que celui de l'amant qui trahit l'espérance et qui n'honore pas ses engagements. Il ne connaîtra pas, je pense, toujours c'est je pense, tout d'un coup il y a une intervention de celui qui écrit, de Chrétien de Troyes, en tout cas d'une voix narrative. Il ne connaîtra pas, je pense, le moment où l'espérance le trahira, car s'il dépasse d'un seul jour le terme fixé d'un commun accord, il obtiendra difficilement une trêve et la paix de la part de sa dame. Je pense, encore une nouvelle intervention, je pense qu'il dépassera le terme fixé, car Monseigneur Gauvin ne permettra pas qu'il se sépare de lui. Un des autres thèmes essentiels de Yvain, ou le chevalier au lion, c'est son amitié avec Gauvin, le neveu du roi Arthur. Gauvin et Yvain se rendirent tous deux dans les tournois, partout où l'on en donnait. L'année passa, et Monseigneur Yvain se montra si valeureux durant cette année-là, que Monseigneur Gauvin secondait sa gloire. Une année entière s'écoula de la sorte, et une bonne partie de la suivante, jusqu'à la mi-août, où le roi réunit sa cour à Winchester. La veille, les deux amis étaient revenus d'un tournoi auquel Monseigneur Yvain avait participé. Il avait, ce me semble, remporté brillamment cette joute, d'après ce que dit le comte. Les deux chevaliers décidèrent d'un commun accord de ne pas loger en ville. Ils firent dresser leur pavillon à l'extérieur de la cité et y reçurent leurs amis. Ils ne se montrèrent pas à la cour du roi, mais c'est le roi qui vint à la leur, car en leur compagnie se trouvait la fine fleur et la grande masse des chevaliers. Le roi Arthur prenait place au milieu d'eux lorsque Yvain devint pensif. Depuis qu'il avait pris congé de sa dame, il n'avait jamais été saisi par une telle pensée. Il était conscient en effet d'avoir négligé sa promesse et d'avoir laissé passer l'échéance. Il retenait difficilement ses larmes. Seule la honte l'empêchait de pleurer. Toujours en proie à ses pensées, il vit une demoiselle se diriger droit vers lui. Et une nouvelle aventure va commencer. Mais il trahit sa dame, quand même. Et là, la courtoisie, l'honneur se trouvent mis à mal. Comment va-t-il pouvoir la reconquérir, se faire pardonner? Voilà un des enjeux de la suite de cette histoire d'Yvain. Yvain, chevalier au lion. Quelle est cette histoire de lion? Le lion, c'est son compagnon. À côté du chevalier, le suit un lion. Et évidemment, c'est un avantage pour lui d'avoir ce lion qui est fidèle, aussi fidèle à son chevalier que le chevalier devrait être fidèle à sa dame. Et ce lion, bien sûr, effraie les gens autour. Voici encore un petit passage où il est question d'affronter un géant. On a toujours dans ces histoires de chevaliers des personnages un peu fantastiques qu'on va affronter. C'était déjà le cas dans l'histoire des rois de Bretagne et dans Culte chez Olwen. Et c'est toujours le cas ici où le chevalier va accomplir des exploits extraordinaires, vaincre des géants, des dragons ou autres personnages fantastiques. Monseigneur Yvain cheminait pensif à travers une épaisse forêt. Le cadre de la forêt est extrêmement mystérieux, extrêmement inquiétant, inconnu. C'est un des lieux de la sauvagerie, de la brutalité dans les romans arthuriens, dans tout l'imaginaire médiéval. Soudain, au milieu des fourrés, il entendit un cri perçant et douloureux. Il se dirigea vers ce cri, et quand il parvint sur les lieux, il aperçut un lion dans un essart. Un serpent lui mordait la queue et lui brûlait la croupe en lui jetant des flammes.
Monseigneur Yvain ne contempla pas longtemps ce prodige. Il se demanda en lui-même à qui il porterait secours. Il décida d'aider le lion, car une créature venimeuse et félonne ne mérite que d'être maltraitée. Or le serpent est venimeux. Le feu lui sort de la bouche, tellement il regorge de félonie. C'est pourquoi Monseigneur Yvain pensa d'abord le tuer. Il dégaina son épée, s'avança en protégeant son visage avec son écu pour éviter les flammes qui sortaient de la gueule plus large qu'une marmite. Si le lion l'attaquait par la suite, la bataille se poursuivrait de plus belle, mais quoi qu'il advint, il voulut aider le lion, car pitié l'implore de porter secours et assistance à l'animal noble par excellence. Le bestiaire médiéval avec des animaux mis en avant, des animaux divins et des animaux diaboliques. Le serpent, évidemment, c'est le diable. Avec son épée bien affûtée, il attaqua le serpent. Il coupa en deux la bête à terre et tronçonna encore les deux moitiés. Il frappa et frappa encore, donna tellement de coups qu'il découpa le serpent en petits morceaux et le dépeça intégralement. Il devait encore trancher un morceau de la queue du lion où restait attachée la tête du serpent félon. Il en trancha autant qu'il fallut, mais le moins possible. Après avoir délivré le lion, Yvain pensait qu'il lui faudrait aussi le combattre et que la bête l'attaquerait. Mais jamais une telle idée n'effleura l'animal. Écoutez plutôt ce que fit le lion. Écoutez comme il se comporta avec noblesse et générosité. Il manifesta sa soumission en étendant vers Yvain ses deux pattes jointes, puis, inclinant la tête au sol, il se dressa sur ses pattes de derrière et s'agenouilla. Toute sa face était mouillée de larmes d'humilité. Monseigneur Yvain devina véritablement que le lion le remerciait et qu'il se prosternait devant lui pour l'avoir délivré de l'étreinte mortelle du serpent. Cette aventure lui plut beaucoup. Yvain essuya son épée salie par le venin et l'ordure du serpent, puis il la glissa dans son fourreau. Il se remit en route et le lion l'accompagna. Désormais, il ne le quittera plus jamais et restera toujours à ses côtés, désireux de le servir et de le protéger. Voilà une illustration, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais on a Yvain secourant le lion. Et ensuite, donc, il va y avoir un combat avec un géant et puis des jeunes filles qui lui demandent de l'aide dans des querelles aussi liées à partage des terres entre l'aînée et la cadette, une injustice contre laquelle Yvain va se battre. Il va même se battre à un moment donné contre son ami Gauvin. Combat qui ne permet pas de trouver un vainqueur. Ils se battent longtemps sans se reconnaître. Et puis évidemment, au moment où ils se reconnaissent, le combat cesse et ils regrettent tous les deux de s'être combattus, d'avoir combattu celui qui était le meilleur chevalier. Les deux ensuite vont essayer de faire en sorte que ce soit l'autre le vainqueur. Donc il y a aussi cette amitié entre les chevaliers qui est mise en avant comme autre valeur de la chevalerie. L'honneur, la générosité, la courtoisie, l'amitié. Les chevaliers se battent, oui, mais toujours pour défendre des idées nobles. L'idée de noblesse est aussi essentielle, et toujours guidés par l'amour, valeur absolument centrale d'un imaginaire bien évidemment chrétien, mais plus que cela, ou pas seulement chrétien. Ces valeurs d'amour courtois, au fond n'ont pas besoin d'un cadre religieux
trop rigide. Voilà. Quelques réflexions. Il y aurait énormément d'autres choses à dire sur la chevalerie, sur ses valeurs, sur ses personnages qui restent si présents dans notre imaginaire, comme Yvain, le lion qui l'accompagne, le rapport entre les hommes et les animaux, qui est aussi extrêmement intéressant, un rapport au fond de vassalité, un rapport qui peut trouver des parallèles avec le rapport entre les hommes et les femmes, par exemple, ou entre le roi et ses vassaux. Bref, tout un monde extrêmement complexe que celui de ces temps anciens que nous regrettons peut-être, faut-il les regretter? Déjà à l'époque, on considère que ces histoires de chevaliers sont des légendes d'un temps lointain. Est-ce que aujourd'hui nous avons à regretter un temps encore plus lointain? Peut-être. En tout cas, il est bon de lire ces romans qui nous emmènent dans un monde différent du nôtre, mais dont on sent que nous avons hérité. Voilà, c'était quelques réflexions sur Yvain ou le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes, l'un de ces romans arthuriens, l'un des chevaliers de la table.